bonjour à toutes et tous. On est à l'heure et je suis, en tant que directeur du Monde, extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette matinée de débat. Très honoré de vous accueillir ici au Monde, très heureux. Surtout quand je vois le nombre de personnes que vous êtes aujourd'hui à être venus assister à cette conférence, quand je vois que ça déborde même dans le hall. On a essayé de pousser les murs pour faire le moins de déçus possible. On a eu très très vite énormément de demandes pour cette conférence jamais rarement vue. Depuis très longtemps, l'assistance débordait dans le hall. La dernière fois, dans mon souvenir, c'était quand nous-mêmes, rédaction du Monde, avions voté et choisi pour nos actionnaires, parce qu'on a ce privilège au Monde, on a la possibilité de choisir nos actionnaires. J'espère que ça continuera, dans l'avenir, c'est mon message personnel pour ce début de matinée. En tout cas, je suis vraiment ravi que vous soyez tous là et que vous soyez aussi nombreux. Pour moi, ce nombre, c'est cet engouement, on va dire, pour ce débat qui s'est rempli en quelques heures, c'est la démonstration de deux choses. La première, c'est la passion actuelle qu'il y a pour le débat, quelles que soient ses dimensions. Je pense que c'est tout à fait symbolique aujourd'hui que nous arrivions le jour où se conclut le grand débat. C'est tout à fait intéressant, je pense, de pouvoir faire cette réflexion, de pouvoir faire ce post-scriptum, de pouvoir prolonger cette introspection collective qui a eu lieu et de pouvoir, nous aussi, discuter à la fois ensemble et de nos propositions. On connaissait ce goût ici au Monde, puisqu'on organise des événements qui remportent un grand succès, le festival, le club de l'économie avec Philippe Escande. On fait beaucoup de choses qui sont de nature à pouvoir faire discuter, mais je pense que c'est important de pouvoir entretenir ça, cette relation très forte, non seulement avec des lecteurs, mais aussi avec un public qui vient et qui nous posera certainement de nombreuses questions. Ça prouve aussi qu'on a visé juste avec cette thématique, avec l'intitulé de cette matinée, 2019, la fin d'un monde. Alors bon, c'est angoissant. Alors je sais que c'est tempéré, c'est un truc en journalisme par un point d'interrogation qui relativise un petit peu l'inquiétude que le nom peut faire régner. Mais en même temps, je pense que c'est important de s'inquiéter pour se réveiller. Et là, je voudrais tout de suite rendre hommage à celui qui est à l'origine de cette matinée, notre ami, notre partenaire, puisqu'il est avec le Cercle des économistes qu'il préside, le co-organisateur de cette journée, et qui est Jean-Hervé Lorenzi. Je veux lui rendre la... Oui, vous avez raison de l'applaudir. Non, parce que vous connaissez sa modestie naturelle et il évitera tout à l'heure très certainement de revendiquer la paternité de cette idée devant vous quand il prendra la parole après moi, mais je veux lui rendre cette paternité. Si nous sommes là aujourd'hui devant lui, c'est parce qu'il est venu un jour de novembre avec nous voir, Louis Dreyfus et moi, et qui nous a dit la situation est grave, voire dramatique. Nous allons dans le mur, tous les clignotants sont au rouge, les conditions d'une explosion sont réunies et il faut que nous jouions notre rôle d'alerte. Alors on a pris un coup au moral avec Louis parce qu'on connaît l'optimisme de Jean-Hervé. Et là on s'est dit si vraiment Jean-Hervé nous dit ça, c'est que la situation est très grave. Et évidemment on a dit bien sûr oui tout de suite. Bien sûr, organisons ensemble, avec le Cercle des économistes, cette conférence. Je pense que l'idée était juste et nécessaire, et votre présence nombreuse le prouve, la qualité de nos invités également. Et vraiment, je voudrais remercier chaleureusement Jean-Hervé de cette initiative, parce qu'elle nous permet de jouer pleinement notre rôle de journaliste, aussi, de journaliste du monde. C'est-à-dire à la fois d'être des sentinelles et d'être des vigies, qui alerte sur les dysfonctionnements et sur les périls de notre monde. Alors je sais que très souvent on nous reproche au Monde particulièrement d'être un petit peu trop catastrophiste, parfois d'avoir un penchant pour les mauvaises nouvelles, pour le négatif, d'être parfois très intransigeant avec les pouvoirs, avec le pouvoir. Je sais aussi qu'il est très important de rechercher des solutions et que ce matin, vous aurez dans vos différentes table ronde aussi une discussion sur des préconisations, sur des propositions, et que c'est normal et que c'est sain. Mais je crois que nous ne pouvons pas nous dérober à ce rôle d'alerte. Je pense que le rôle d'un quotidien et d'un site d'information de qualité, comme l'est Le Monde depuis des années, c'est avant tout de s'adresser à une élite éduquée, c'est de s'adresser à une tranche de la
population, alors c'est principalement nos abonnés qui sont de plus en plus nombreux, certes, mais c'est de s'adresser à cette élite éduquée, cette part de la population qui a une prise sur la décision, qui peut changer le cours des choses. Et donc je pense que notre rôle, c'est bien de pouvoir, je pense que notre utilité de journaliste, notre utilité de journaliste au monde, c'est d'être un aiguillon, pas un édredon. Quitte parfois à avoir quelques frictions, ça arrive avec les lecteurs et c'est normal. La vie du monde, qui est maintenant longue de 75 années, est faite de cette tension et c'est tout à fait logique. Mais il faut pouvoir remplir ce rôle. Et quand je vois la conjonction de révolution qui nous frappe aujourd'hui et que Pierre Nora a très bien décrite dans le texte introductif que nous avons publié en début de semaine à cet événement, et je le remercie puisque tout à l'heure il nous fera l'immense honneur de lancer le débat, cette conjonction de révolution, je me demande si nous avons toujours, les années passées, pu pleinement, complètement assumer ce rôle de vigie et d'alerte. Nous tous, hein, journalistes, économistes, intellectuels en général, je me demande si parfois nous ne nous sommes pas un peu, vu les périls d'aujourd'hui, un petit peu relâchés parfois dans ce rôle de vigie. Les Gilets jaunes ne sont pas apparus par génération spontanée en France, pas plus que la montée des partis nationalistes en Europe, pas plus que l'élection de Trump aux États-Unis, ou que tous les autres périls qui nous entourent, tous les risques et les blocages actuels procèdent de mouvements de long cours que nous n'avons peut-être pas toujours pris assez le temps de révéler et d'analyser par le passé. Je vous prends quelques exemples. Nous défendons au monde, et sans doute l'immense majorité de vous dans la salle, la construction européenne. Nous la défendons de manière résolue, à raison. Mais je pense que nous avons parfois sans doute sous-estimé pendant des années le fait qu'elle s'était fourvoyée, qu'elle s'était embourbée, qu'elle était partie pour de nombreuses raisons, dans de mauvais chemins. Sans doute nous sommes, beaucoup trop vite accommodés de petits arrangements, notamment avec le vote sur le référendum de 2005, parce qu'il ne nous convenait pas. Et peut-être aujourd'hui nous revient au boomerang déjà, cette forme d'accommodement que nous avions à l'époque. Sans doute avons-nous mésestimé l'ampleur du sentiment d'injustice né dans les crises de 2008 et des années suivantes. Sans doute avons-nous été trop sensibles à ce qu'apportait de bien la mondialisation, et il ne faut pas le nier, et sans doute n'avons-nous pas assez insisté sur ce qu'elle amenait d'emblée à travers la montée des inégalités de plus en plus injustifiables. Sans doute avons-nous trop tardé aussi à prêter attention aux experts et aux journalistes qui alertaient sur les dangers climatiques, sur les dangers environnementaux. Sans doute continuons-nous encore aujourd'hui à être trop conciliants avec les dévoiements de la société de consommation, avec notre économie financiarisée, avec notre système électoral de plus en plus faussé par le financement de ces campagnes, avec la révolution numérique qui a mal tourné, qui profite à quelques mastodontes. Sans doute faut-il être plus intransigeant avec toutes ces thématiques. Je pourrais faire une liste beaucoup plus longue, mais je ne voudrais pas la rallonger. Et puis surtout, je ne voudrais pas avoir l'air d'accuser le passé. Nous étions tous là, dans ces années où ces mécanismes qui menacent de nous broyer aujourd'hui se sont mis en place. Nous étions tous là, j'y étais aussi. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui, dans cette conférence, de pouvoir relier ces mouvements de fond, de pouvoir relier ces causes lointaines et proches à ce qui est en train d'advenir actuellement et de nous redire tous ensemble qu'il faut garder une vigilance, qu'il faut être attentif aux signaux d'alerte, qu'il faut être attentif aux lanceurs d'alerte dont le statut est parfois menacé, que c'est notre rôle de journaliste, d'intellectuel, que c'est notre rôle d'économiste, évidemment, bien sûr, et que c'est important de le rappeler d'emblée. Il y a une chose qui est aussi extrêmement importante et qui fait que, pour moi, cette matinée est précieuse, c'est qu'il importe de croiser les regards. Et vous aurez aujourd'hui des tables rondes qui seront composées de patrons, d'intellectuels, de journalistes, d'économistes, bien entendu, et qui permettront donc d'offrir une approche diversifiée et complexe des difficultés qui nous entourent. Et je pense qu'il faut sans relâche défendre cette approche contre l'autre grand danger de l'époque, qui est celui d'aller rechercher une cause unique, de trouver un coupable idéal aux mots qui sont en train de nous accabler. Si tout va mal, vous l'avez entendu partout, ça peut être à la fois, selon les explications que l'on donne, à l'étranger, aux migrants, aux religieux, à l'Europe, aux pauvres, aux riches, à l'impôt, à la fonction publique,
à la dette ou au code du travail. Chaque milieu a ses obsessions, chaque milieu a ses explications, chaque milieu a sa tendance à vouloir parfois s'enfermer dans un esprit de système et à vouloir réduire les difficultés qui nous entourent à cette cause unique. Il faut impérativement lutter contre ça et nous y tenons beaucoup au monde. Et c'est le sens que nous avons voulu donner récemment à un mouvement qui est important pour nous, qui est la réintégration des pages du cahier économie et entreprise à l'intérieur du premier cahier du monde. Parce que nous avons souhaité non pas défaire l'œuvre qui avait été portée précédemment, notamment par Éric Israelevich, qui avait eu l'intuition très juste et très forte, comme souvent avec ce grand journaliste et le grand directeur qu'il a été, de se dire qu'il fallait, pendant quelque temps, faire exister à part l'économie pour pouvoir la fortifier, pour pouvoir construire une équipe, pour pouvoir changer de dimension au monde. Aujourd'hui, nous avons estimé que la situation était mûre pour aller plus loin, pour prolonger cette pensée d'Éric Israelevich et de refaire résonner ensemble l'économie, la microéconomie, la macroéconomie, avec toutes les dimensions que nous portons également au monde, la géopolitique, les questions de société, les questions environnementales évidemment, la politique bien entendu. Et c'est très exactement ce que vous allez faire ce matin à travers les différentes tables rondes, c'est croiser ces approches, c'est croiser ces regards, c'est pouvoir faire résonner ces thématiques les unes avec les autres. Et pour moi, c'est exactement la prolongation du type de journalisme que défendait Éric Israelevich. Et puisque je l'ai cité, eh bien, je voudrais dédier cette matinée à son souvenir et à sa mémoire, parce que je pense que ça ressemble vraiment très profondément au journalisme qu'il défendait, ce que nous allons faire ce matin. Je voudrais vraiment lui rendre un hommage encore aujourd'hui pour tout ce qu'il a amené à cette collectivité. Je voudrais évidemment également remercier nos partenaires sans qui cet échange n'aurait pas été possible aujourd'hui. Denis Kessler et Lascor, qui était un vieil ami d'Isra, et je suis très touché qu'il soit présent aujourd'hui. Le groupe ADP, Augustin de Romanet, qui participera également à ces débats, et PwC. Merci également à tous les participants, à tous les invités, à toutes ces tables rondes qui vont faire la richesse de ces échanges. Merci aux journalistes qui vont animer ces tables rondes. Et merci beaucoup évidemment aux équipes du Monde et du Cercle des économistes qui ont mis beaucoup d'énergie dans un temps bref, record même on pourrait dire, pour monter cette très belle journée. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne matinée de débat. Merci à toutes et tous. Bien, merci beaucoup. Avec ce que tu as dit, je me sens porteur d'une explication sur ce thème et de la défense de cette idée que, au fond, on ait choisi ensemble ce titre de la fin d'un monde, avec un point d'interrogation qui, de mon point de vue d'ailleurs, est inutile. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que à la fin du papier de Pierre Nora, il utilise une formule que je trouve formidable, qui est la sienne d'ailleurs, pas celle de Toynbee. J'ai mal lu. C'est pas celle. C'est à propos d'Arnold Toynbee. Il dit la fin d'un monde, ça n'est pas la fin du monde. Et en réalité, ceci nous autorise à avoir une très grande liberté d'approche des sujets. Le monde peut se modifier de manière très significative sans pour autant qu'il aille à la catastrophe définitive. Et loin de moi l'idée que le pire est au fond la seule chose que nous avons comme perspective. Je crois que tout ça n'est pas déterminé ou prédéterminé, mais simplement il faut avoir cette conscience du fait que nous sommes dans une période qui est une période très particulière. Alors vous me direz, toutes les périodes, sans exception, ont toujours le sentiment qu'elles sont particulières. On a beaucoup cité les uns et les autres Christopher Clark à propos de ce livre formidable sur les somnambules. Et dans les somnambules, à un moment, il dit en 1912, les gens, les Européens, pensaient qu'il y aurait des guerres coloniales, que ça allait se bagarrer notamment. Mais personne n'imaginait qu'il pouvait y avoir une guerre. Ça paraissait tellement
j'allais dire surréaliste, inimaginable. Chacun pense à une période déterminée qu'il est l'exception. Nous pensons, nous, qu'il n'y aura pas de guerre. Nous pensons, nous, que nous avons pacifié le monde. Il se trouve que de temps en temps, nous sommes rattrapés par la réalité. Mais nous pensons toujours que c'est l'instant que nous vivons a un caractère exceptionnel et que le monde a trouvé, j'allais dire, une sorte de tranquillité, de paix, d'intelligence qu'aucune autre génération n'avait trouvé. Moi, je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça parce que je pense que, au fond, l'utilisation d'un terme, la fin d'un monde, les grandes ruptures, etc., est au fond une utilisation à prendre avec beaucoup de précautions. Les économistes ont beaucoup réfléchi sur les révolutions industrielles, mais on s'aperçoit que les révolutions industrielles ne sont pas arrivées d'un jour au lendemain, que tout ça, en réalité, s'étale dans le temps, et pourtant, je pense que la période que nous vivons est une vraie période de rupture totale et que ceci a des conséquences lourdes parce qu'il faut que nous pensions le monde, la manière j'allais dire, d'attaquer les sujets, la manière de résoudre des problèmes de manière très très différente. Et j'en prends juste comme exemple, sur lequel je reviendrai en un instant, sur le fait que nos politiques, qui sont des femmes et des hommes de qualité, mais ont beaucoup de mal à saisir la situation dans laquelle ils sont, et leur perte de pouvoir est liée tout simplement à leur perte de compréhension. C'est ça le fond du sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans une période si particulière? Tout simplement parce que nous avons la concentration de 3 chocs, qui sont des chocs comme on en connaît très très peu, qui sont au fond, pour le dire très rapidement, ce que on peut appeler le choc du vieillissement. Vieillissement, il faut avoir une définition qui est très précise, parce qu'on a l'impression que la démographie, qui, on le sait, joue un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité, bordel, hein, que l'augmentation de la population, vous le citez Pierre dans votre papier, est un des aspects. Mais le deuxième aspect, c'est le fait que l'âge moyen de la population augmente. Et si vous prenez juste un exemple français, aujourd'hui les 20% de plus de 60 ans, qui je dois être un des rares dans la salle à faire partie de cette catégorie, reçoivent de la population, de la collectivité France, 20% du PIB. Dans 10 ans, on sera 30%. Vous imaginez quel choc ça représente, et puis peut-être après 40%. Est-ce que la prise de pouvoir des personnes âgées va se faire? C'est ça le sujet. Et tout ce choc de vieillissement, c'est un choc qui bouleverse complètement le monde au point que, de mon point de vue, on peut l'appeler société du vieillissement. C'est-à-dire c'est une société dans laquelle les rapports de pouvoir, les conflits sociaux, les prises de position politiques, j'allais dire le partage de la valeur ajoutée, tout ça se fera dans des conditions qui seront fondamentalement différentes. Je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est un point très important. Deuxième aspect que nous avons et qui est évidemment lui aussi, j'allais dire, qui a déjà existé, mais ce qui n'a pas existé, c'est le fait que c'est lieu en même temps. Le choc technologique. Alors, le choc technologique, c'est un sujet très habituel chez les économistes. Ça fait 2 siècles que tout bon économiste a travaillé sur le chômage technologique, s'interrogeant est-ce que la machine remplace l'homme, etc. Il y en a des tartines dans tous les papiers, j'allais dire, de tous les journaux, y compris les meilleurs. Mais la réalité, c'est que quand on regarde ce qui est en train de se passer, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans le passé pour des tas de raisons. En réalité, la transition dans laquelle nous sommes, c'est tout simplement le fait qu'on va supprimer énormément d'emplois qui sont des emplois, disons, de caractère répétitif, pas uniquement des emplois qui sont le bas de gamme. L'affaire des Gilets jaunes sur ce point-là est très révélatrice, mais beaucoup d'emplois, et on les substitue pour un temps donné, par un nombre beaucoup plus limité d'emplois. Je suis toujours frappé de l'immense naïveté des économistes ou des pseudo-économistes qui nous disent il y a autant d'emplois qui sont créés que ceux qui disparaissent, etc. Tout ça, c'est une plaisanterie, évidemment. Et il y a une période de transition. Et c'est cette période de transition qui pose problème. Et donc, le troisième choc, c'est le choc, j'allais dire, environnemental. Lui, il est lié à la rareté des ressources, et évidemment, la rareté de la ressource qualité de l'eau, de l'air, enfin, tout ce qui fait notre existence, et ces 3 problèmes sont aujourd'hui absolument incompréhensibles, et c'est normal, par les politiques, incompréhensibles, ou très difficiles à saisir par j'allais dire, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pensent l'avenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette période est une période très caractéristique.
Alors, pour aller peut-être un peu plus précisément, nous allons vivre les années qui viennent, peut-être les 10 années, pas les 6 mois qui viennent, les 10 années, les 15 années qui viennent, avec 4 mots qu'il faut, me semble-t-il, qu'il faut que vous reteniez. Wow. Je prends un ton de prof, mais je ne suis qu'un modeste élève. 4 mots qu'il faut que nous ayons en tête. Ces 4 mots sont les suivants. C'est le potentiel, c'est la bipolarisation, c'est l'impuissance et c'est la violence. La violence. Moi, je suis content parce qu'on ressort, j'ai fait des bouquins qui n'ont pas des succès énormes, donc le fait que quand on en reparle, je suis heureux. Et Le Monde de violence, c'était un très bon bouquin, enfin je le signale pour ceux qui ne l'auraient pas acheté. Il est encore, enfin il n'est plus en librairie, mais on peut le commander. Alors, très rapidement, ces 4 mots sont clés. Les économistes ont un terme pour qu'ils accrochent au mot de potentiel, c'est la croissance potentielle. La croissance potentielle, il ne faut pas que vous perdiez de vue cela. Aujourd'hui, en gros, l'économie mondiale, ça tourne à 4%. Vous avez tout le baratin qu'on a, la Chine, le truc, les pays émergents, et qui se substituent. On a vécu ça pendant 30 ans. C'est pas fini, c'est simplement modifié de manière très significative, tout simplement parce que la croissance potentielle, qui est en gros la croissance qu'on peut avoir sans déséquilibre majeur, parce que faire 3% de croissance, même en France, moi vous me mettez mise l'économie, un an, parce que ça ne pas durer plus d'1 an, je vous fais un déficit à 7%, je vous fais 3% de croissance. Donc c'est pas très difficile de faire de la croissance. Ce qui est difficile, c'est de le faire plus d'1 an. Et donc, cette croissance potentielle, pour des raisons de gain de productivité, des raisons de population active qui sont susceptibles de pouvoir rentrer sur le marché du travail, est en réalité à peu près la moitié de ce qu'elle sera pour une période de temps assez longue, la moitié de ce qu'elle fut dans les 30 dernières années. Donc on va passer de 4 à peut-être pas 2, peut-être 2,5, peu importe. Mais de manière très significative, on est en train de ralentir. C'est un des points sur lequel, là aussi, la naïveté souvent des économistes qui pensent toujours que la vie, ça n'est qu'une ligne droite qui se poursuit inlassablement. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a un infléchissement, on le voit, vous le voyez. Alors maintenant, un peu partout, vous voyez qu'il y a marqué ralentissement de la croissance. Il sera beaucoup plus marqué et surtout, il est dans la durée. Peut-être pas pour 50 ans, mais pour une durée qui est forte. Le deuxième mot, c'est bipolarisation. On a évoqué le choc technologique, mais en réalité, beaucoup plus grave, le chômage technologique, mais c'est beaucoup plus grave que cela, et chacun le sait, c'est que ce monde de la technologie sépare 2 populations, trois populations, l'une qui est une population très qualifiée, c'est vous, c'est nous, c'est qui part à droite, à gauche, qui vit bien, puis énormément de gens qui sont dans les petits services, donc ils sont en train d'avoir une perspective qui est assez limitée, et puis surtout ceux qui étaient intermédiaires et qui ont l'impression que naturellement ils vont redescendre dans la deuxième catégorie, bipolarisation de ce monde, qui est donc très difficile à gérer politiquement parce que c'est ce à quoi on constate. Alors je suis trop impressionné par les gens qui sont là pour expliquer ce qui se passe en politique, mais on le voit, c'est évident, mais surtout, ne vous y trompez pas, et ça arrive aux meilleurs journalistes de l'oublier, le sujet n'est pas tellement qu'il y ait cette bipolarisation, c'est que c'est impossible de passer d'une catégorie à l'autre. Il n'y a plus, en tous les cas de manière aussi forte, d'ascenseur social, comme on disait dans notre beau pays. C'est difficile quand vous êtes voiturier, c'est vachement difficile de devenir ingénieur système dans une grande société de services. Le troisième mot, c'est l'impuissance. Là, je regarde Denis. On a une dette absolument géante. Privé et public, il n'y a aucune différence entre les deux, de mon point de vue. Cette dette est gigantesque, elle a cru de manière très très forte depuis la crise 2007-2008, ce qui est un paradoxe très, très amusant. Et en fait, on ne sait pas gérer personne, c'est comment on va le faire. Comment voulez-vous? Alors les esprits les plus brillants disent, c'est formidable s'il y a de l'inflation. Parce que l'inflation, vous voyez, on soumet un problème absolument majeur à l'idée qu'il y ait une espèce de deus ex machina extérieur qui nous crée finalement suffisamment d'inflation pour que ça diminue. Évidemment que le problème ne se trouve pas posé, et ceci correspond à ce mot d'impuissance. Les hommes et les femmes qui ont en main les leviers de la décision publique en économie ne peuvent plus agir. On ne peut pas faire déficit géant, ça dure le temps d'une saison ou deux.
Et surtout, on ne peut pas augmenter les taux d'intérêt. Vous verrez que taux d'intérêt, on vous dit en permanence, il va y avoir 2 hausses de taux d'intérêt, il va y en avoir 2,5, il va y avoir tout ça, c'est du baratin. Évidemment que personne ne va bouger. Mario Draghi, là, et on est une illustration parfaite, parce que personne ne peut prendre le risque de mettre en cause la solvabilité d'un État. Or, la plupart des États sont très endettés. Tout ça pour dire que l'impuissance est majeure. Et le dernier mot, c'est le mot de violence. Ça, c'est peut-être un peu plus personnel. Il y avait ce monopole naturel de la violence légitime que Weber ou Bourdieu a attribué à l'État. Cette violence ne peut pas, cette violence qui est la structure de nos sociétés, ne peut plus aujourd'hui s'exprimer tout simplement parce que ni l'État ni les politiques ne sont susceptibles d'imposer quoi que ce soit, puisqu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Et c'est donc, j'allais dire, un espèce d'éclatement de cette violence qui se retrouve partout à l'intérieur des États, entre les États, et qui, de mon point de vue, n'est pas ni supérieure ni inférieure en quantité à ce qu'elle fut auparavant. Très difficile de savoir si ça l'est, mais en tous les cas, sa forme se modifie. Et en conclusion, je dirais, c'est ça le sujet auquel il faut que nous soyons très attentifs. La violence, c'est quand même, en réalité, j'allais dire, un sentiment et des attitudes, des postures qui sont très difficiles à maîtriser. Elles apparaissent un peu partout, jamais là où on les attend, jamais. Et elles trouvent j'allais dire, des substrats qui sont souvent surréalistes, qui n'ont aucun sens. On va se battre pour 3 km² pour les îles entre le Japon et la Chine. C'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même un peu assez secondaire. Maintenant, c'est Porquerolles un peu plus grand. On ne va pas se battre avec je ne sais pas qui sur Porquerolles. Donc, tout ça pour dire que la rationalité est contrebalancée, contrevenue par les formes diverses de violence. Et cette phase de transition, je termine là-dessus, ce monde qui change, c'est un monde qui accouchera d'un autre monde, qui sera ni mieux ni moins bien, qui sera autre, bien entendu. Il n'y a pas de fatalité à, j'allais dire, à la disparition de l'humanité, comme le disait Pierre dans la conclusion du papier. En revanche, les périodes de transition sont des périodes très dangereuses. Elles sont longues, elles ne sont pas du tout des périodes comme ça, quelques semaines, quelques mois. Elles sont très ancrées dans la réalité. Et je trouve que, pour compléter ce qu'a dit Jérôme, notre job, on avait trouvé la jolie formule de sentinelle et pas somnambule, en faisant référence au bouquin de Christopher Clark, cette idée que partout, nous essayons de dénoncer ces montées j'allais dire, de violence. Rappelez-vous l'histoire. Nous ne sommes pas différents de nos prédécesseurs et nous ne sommes pas différents de nos successeurs. L'histoire humaine a des caractères, on dit souvent tragiques, mais je dirais difficiles, pour être moins négatif. Simplement, ce que raconte l'histoire, ce que nous dit l'histoire, c'est que ce sont souvent des événements imprévus, mal maîtrisés. C'est le cas de la guerre de 14, où on s'aperçoit que quelques semaines avant, tout le monde voulait arrêter à l'époque, à l'exception de François-Joseph. Et donc, il nous faut être ce rôle-là. À nous autres, les économistes, d'avoir beaucoup de modestie sur des sujets dont nous ne maîtrisons pas tous les éléments, et peut-être aux médias d'être les dénonciateurs des risques. En réalité, le mot risque est peut-être le mot qui me permet de conclure. Merci beaucoup. Eh bien, ça marche. Disons qu'à toutes les catastrophes que mes deux prédécesseurs ont déjà annoncées, je vais en ajouter quelques-unes en historien. Ces quelques-unes, ce sont que mes précédents orateurs ont parlé de risques sur lesquels les hommes pouvaient avoir malgré tout un rôle d'alerte et un rôle peut-être de lutte. Il y en a un certain nombre, et c'est ce qui différencie, je crois, notre époque et la caractérise, c'est la conscience presque soudaine de risques planétaires, sur lesquels, par conséquent, on ne peut rien.
toutes les époques précédentes ont eu, effectivement, au moment de Saint-Augustin, à la Renaissance, à la Révolution, des sentiments de monde qui avenaient et changeaient complètement. Là, la conscience est, d'une part, que ces risques ou sont très nombreux et arrivent en même temps. Et c'est là ce qui, moi, me stupéfie très largement, c'est à quel point convergent des risques qui apparemment n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui pourtant se combinent et se synchronisent et se complètent les uns les autres. Le risque démographique, sur lequel effectivement on ne pourra rien et dont l'accélération paraît vertigineuse, au moins dans des pays d'Afrique et d'Asie, et ceux des pays d'Afrique sont effectivement les plus inquiétants dans la mesure où ils seront combinés avec des risques climatiques énormes, des risques écologiques géants et qui par conséquent dépassent en fait toutes les solutions humaines. Même sur le plan démographique, la Chine a pu juguler un certain nombre de choses parce que c'est un régime dictatorial et autoritaire. Mais dès qu'on ne l'a pas, on va vers les 10 milliards de gens. Et pour le climat, je dirais c'est la même chose. On a battu beaucoup de vent, la COP a fait beaucoup de bruit, 21. Il en est résulté quoi? Que un an après, on constate que tous les pays qui ont promis n'ont pas tenu. Donc, il n'y a rien à faire. Il y aura cette augmentation climatique. C'est très bien et il faut lutter contre de toutes les manières, mais c'est un combat qui, à beaucoup d'égards, est désespéré. Alors, voilà 3 au moins des dimensions, je dirais, planétaires qui menacent et qui distinguent fondamentalement notre époque. Et puis il y en a qui nous concernent, nous, occidentaux, européens, français, et qui sont tout aussi nombreux. Et inévitable, c'est la force de l'histoire qui a déclassé, qui a opéré une révolution géostratégique, qui a fait perdre à l'Occident, à l'Europe, le gouvernement du monde. Le mot, le titre que Jacques Berck avait donné à un de ses livres sur la décolonisation était très bon, « Dépossession du monde ». C'est un sentiment de dépossession qui va très loin probablement dans l'inconscient collectif des Européens et des Français en particulier. C'est qu'après avoir été pendant des siècles, 3 ou 4 siècles, malgré tout, le sentiment d'avoir été les maîtres du monde, pour tout dire, ils en sont exclus de cette centralité. Ça suppose un abaissement, une frustration psychologique dont, même si elle n'est pas consciente totalement, agit très profondément dans la psyché, je dirais, nationale et européenne, et même occidentale. Il y a ce risque économique fondamental qui fait que notre civilisation industrielle est en train de globalement s'effondrer pour en donner une autre, et les mouvements politiques d'hostilité à la démocratie, Marcel Gauchet, qui là l'a démontré beaucoup mieux que moi, sont dans une espèce de étrange impasse à l'heure actuelle où, en fait, il n'y a pas d'autre horizon mondial que la démocratie. Et c'est à l'intérieur probablement du monde démocratique traditionnel que la contestation de cette démocratie et l'impossibilité même de la réaliser est en contradiction fondamentale et en tension qui ne peuvent que nous inquiéter fortement sur le destin de cette démocratie. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de choses. Et dans mon papier, j'ajoutais une autre de ces
de ces dimensions et de ces phénomènes qui vont nous bouleverser, c'est la transformation qui est très sensible au moins en France d'une civilisation collective à une civilisation des individus. C'est fondamental depuis plusieurs siècles. La France a constitué une unité et a tout fait, peut-être le plus au moment de la Troisième République, pour unifier, donner le sentiment d'une nation. Comment dire sur le plan de l'histoire, par exemple, où j'ai beaucoup étudié Lavis, c'est clair que l'effort d'Ernest Lavis dans son histoire, qui a été standard pendant 50 ans, essayait à la fois d'unir la France, la nation, la République et l'individu. Et tout était fait pour constituer cet ensemble. Il s'est substitué très rapidement une société, disons, des individus qui change tout. Le rapport à la société, le rapport à l'autre, le rapport à soi et le rapport au temps, au passé et à l'avenir. Une société intégrée est une société qui sait, d'une manière ou d'une autre, unir le passé à l'avenir. Et c'est même en fonction de l'avenir qu'il souhaite ou dans lequel il croit qu'il retient du passé ce qui est nécessaire à préparer cet avenir. Cette belle continuité historique s'est rompue. Elle s'est rompue pour beaucoup de raisons, dont peut-être la principale est celle que Halévy appelait l'accélération de l'histoire, c'est-à-dire depuis les années 70 probablement, un espèce d'arrachement brutal au passé, qui d'ailleurs est la raison de l'évanouissement de la chronologie et du sentiment de la chronologie. C'est-à-dire que Napoléon et Alexandre, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, ils sont mal tous les deux. Napoléon parce qu'il a rétabli l'esclavage en Haïti, et Alexandre parce qu'il a fait beaucoup de massacres. Et donc, de toute façon, cette histoire, et on assiste à quelque chose qui isole davantage encore l'individu, c'est je dirais, la disparition de l'avenir, l'absence de repères qui permettent de travailler dans ce sens, et symétriquement l'éloignement et l'obscurcissement du passé. C'est un phénomène fondamental qui fait que, et c'est peut-être ça la fin d'un monde, nous savons tous que nous aurons un futur, mais nous ne nous sentons plus d'avenir. Au sens où on dit il a un avenir, il a de l'avenir. Eh bien, c'est cette absence des repères qui est très, très profondément inquiétante dans le sentiment de qui on est et de où on va. Et puis, je dirais, le dernier des traits qui, effectivement, donne un certain vertige en même temps qu'un faux espoir, mais un espoir quand même, c'est ce que vous évoquiez, Jean Hervé, à propos de cette civilisation numérique qui est en train d'advenir et dont nous voyons pour l'instant l'aube et le début de l'avènement, et dont nous ne savons absolument pas quelle organisation sociale et quel type de société il nous prépare. Il est déjà clair, vous l'avez évoqué, qu'il prépare une société d'inégalité foncière et de retour à une sorte de féodalité de seigneurs et d'esclaves, ou à peu près, à travers les GAFA.
on ne sait pas ce qu'il nous prépare, cette civilisation numérique, avec ce dont on parle tellement aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Pour les uns, c'est l'espoir d'un homme transformé lui-même par sa propre création, et ce sont les partisans d'un transhumanisme, je dirais, illusoire probablement qu'ils imaginent. Pour les autres, ils se contentent de voir que ces outils sont des outils, c'est-à-dire au service de l'homme et non pas faits pour en dépasser les conséquences. Et c'est peut-être même ce mot d'intelligence qui est fallacieux, car il ne s'agit pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, il s'agit d'un univers mécanique d'une monstrueuse capacité, performance, exploit, mais qui reste du domaine de la mécanique. C'est les hommes qui ont inventé les robots et pas les robots qui ont quand même jusqu'à présent inventé les hommes. Alors on a l'espoir, ou ils ont l'espoir, ou certains ont l'espoir qu'il en dépasse les capacités. Je ne le crois pas, dans la mesure où l'intelligence naturelle, c'est l'intelligence créatrice. Et en tout état de cause, pour l'instant, un robot ne peut pas être créateur. On peut même, à la limite, imaginer qu'il écrive une symphonie de Mozart, mais on ne peut pas imaginer qu'il écrive la symphonie que le Mozart d'aujourd'hui écrirait. Si on met toutes les données, n'est-ce pas ? C'est ça que je dis. Et dans ces cas-là, l'intelligence humaine demeure supérieure, quoi qu'il arrive, ou du moins par rapport à l'intelligence artificielle. Mais ce sont des problèmes immenses qu'on ne peut qu'évoquer, et simplement la fin d'un monde, l'aviation numérique nous promettent une autre forme de société et de civilisation, quoi qu'il en règne. Et au fond, puisque vous aimez les citations, je pense à celle de Chateaubriand, qui est quand même assez belle et que vous connaissez tous. J'ai vu finir et commencer un monde. Et ça pourrait être l'exergue assez belle de cette matinée.